Et si une partie de l'or nazi était toujours cachée quelque part? Depuis 1945, des milliers de chercheurs traquent inlassablement ce trésor. Des tunnels sous les montagnes, des wagons disparus, des lacs fouillés pendant des décennies. Certaines découvertes ont été faites, mais une grande partie du butin manque toujours à l'appel. Que s'est-il réellement passé? Pour le comprendre, il faut revenir au début du plus vaste pillage jamais organisé dans l'histoire. La plus grande razzia de l'histoire. Pour comprendre l'or nazi, il faut remonter à 1938. À cette époque, l'Allemagne est en mauvaise posture financière. Le réarmement massif lancé par Hitler depuis plusieurs années a épuisé les caisses de l'État. La monnaie allemande ne vaut presque rien sur les marchés internationaux et sans argent solide, sans or, il est impossible de financer une guerre. Hitler a donc besoin d'or et de l'or, il va en trouver. Non pas en le produisant ou en l'achetant, mais tout simplement en le volant. La première cible est l'Autriche. En mars 1938, les troupes allemandes entrent à Vienne. Dès les premières heures, des commandos nazis se rendent directement à la banque centrale autrichienne et repartent avec 90 tonnes d'or. Pour donner une idée de ce que cela représente, 1 kg d'or vaut aujourd'hui environ 80 000 euros. 90 tonnes, ça représente donc des milliards. En une seule journée, les nazis viennent ainsi de résoudre une bonne partie de leurs problèmes financiers. Et ce n'est que le début, car dès lors, la méthode devient une règle. Chaque pays conquis subit le même traitement. L'armée allemande entre dans la capitale et la première destination de ses commandos est la banque centrale du pays. La Belgique, les Pays-Bas, la France, la Grèce, la Yougoslavie, partout les réserves d'or nationales sont saisies et envoyées à Berlin. Un historien a estimé que la valeur totale de cet or de banque volé par les nazis s'élevait à environ 600 millions de dollars de l'époque, soit l'équivalent de 19 milliards de dollars aujourd'hui. Mais le vol ne s'arrête pas aux banques. Les nazis confisquent aussi les bijoux, les objets en or, l'argenterie, les tableaux, les tapis, la porcelaine, en gros, tout ce qui a de la valeur dans les maisons et les commerces. La communauté juive est particulièrement visée. Dans les camps de concentration, les victimes sont dépouillées de tout, y compris de leur alliance et de leur couronne dentaire en or. Ces dernières sont d'ailleurs fondues et transformées en lingots comme le reste. Tout cela représente une montagne, pas une simple cachette de guerre, une montagne de richesses volées, colossales, accumulées sur des années et dont environ 30% n'a jamais été retrouvé. La Suisse, banquier du Troisième Reich. Mais alors, comment les nazis convertissaient-ils cet or volé en argent utilisable pour acheter du matériel militaire? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, un pays qui n'a jamais été envahi par l'Allemagne nazie, la Suisse. Une Suisse qui se déclara neutre pendant toute la guerre, raison pour laquelle, en apparence, elle n'était censée aider personne. En pratique, par contre, elle a joué un rôle central dans l'économie de la guerre nazie. Et ce rôle était simple à comprendre. L'Allemagne avait en effet besoin de certaines matières premières qu'elle ne produisait pas, du pétrole, du tungstène ou encore du fer. Elle devait donc les acheter à l'étranger, sauf que le mark allemand n'était accepté par presque personne. Pour compenser, il fallait une monnaie forte. Le franc suisse en était une. Voici donc comment le système fonctionnait. L'Allemagne vendait donc son or volé à la Suisse. La Suisse lui donnait en échange des francs suisses. Logique, non. Et avec ces francs, l'Allemagne achetait des matières premières à des pays comme le Portugal, l'Espagne ou la Suède. Ces pays, eux, utilisaient ensuite les francs suisses pour acheter de l'or à la Suisse, c'est-à-dire l'or volé par l'Allemagne, mais désormais blanchi et présenté comme légitimement acquis. Un rapport publié en 1997 a estimé que la Suisse avait reçu environ 440 millions de dollars en or de l'Allemagne nazie, dont la majorité provenait du pillage des banques centrales européennes et des victimes de l'Holocauste. À noter également que la Suisse accueillait des comptes bancaires. Des familles juives y avaient déposé leurs économies avant la guerre pour les mettre à l'abri. Mais après 1945, quand leurs survivants vinrent réclamer cet argent, ils se heurtèrent à un mur de procédure. Les banques exigeaient en effet des certificats de décès pour des gens morts dans des camps d'extermination. Des comptes restèrent ainsi dormants pendant des décennies sans que personne ne puisse y accéder. D'un autre côté, les grandes fortunes des hauts dirigeants nazis se trouvaient également en Suisse.
À noter qu'Hitler lui-même avait un compte en Suisse, alimenté par les droits d'auteur de son livre. Heinrich Himmler, chef des SS, aurait même fait parvenir en Suisse, en 1944, un train entier chargé d'or, de bijoux et d'œuvres d'art. Une partie de cet argent a depuis été restituée, mais pas tout. La mine de Merkers. Au printemps 1945, l'armée américaine du général Patton avance en Allemagne. Le 4 avril, elle s'empare du village de Merkers, en Thuringe. Dans les premiers jours, les soldats entendent parler d'une mine de potasse dans laquelle les nazis auraient caché de l'or. Ils n'y accordent d'abord pas trop d'importance. Il faut dire que des rumeurs de trésors, il y en a partout en temps de guerre. Puis vient un concours de circonstances qui va tout changer. Des militaires arrêtent 2 femmes qui traversent la ville de nuit en violation du couvre-feu. L'une d'elles est enceinte et se rend chez une sage-femme. En les raccompagnant, les soldats engagent la conversation. Et les 2 femmes, sans même réaliser l'importance de ce qu'elles disent, confirment l'existence d'un trésor caché dans la mine. Et pour cause, elles ont elles-mêmes participé au déménagement des caisses. Le lendemain, un conservateur du musée berlinois, arrêté quelques jours plus tard, reconnaît qu'il avait supervisé le transfert d'œuvres d'art dans cette même mine. Les officiers américains prennent enfin la chose au sérieux. L'entrée dans la mine a lieu quelques jours plus tard, à 640 mètres de profondeur, derrière une porte blindée percée à l'explosif, car personne ne possédait la combinaison. Les soldats découvrent une salle immense, et ce qu'ils y trouvent dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. D'un côté, des rangées de sacs soigneusement étiquetés contenant les réserves en or de la Banque du Reich, soit plusieurs milliers de barres d'or. De l'autre, des malles et des valises marquées du nom de code utilisé par les SS pour les biens confisqués dans les camps de concentration. Ces malles contenaient des couronnes d'or fondu, des pièces d'or, des diamants, des bijoux, ainsi que des devises étrangères. À l'arrière de la salle se trouvaient également des centaines de tableaux appartenant au Grand Musée de Prusse. L'inventaire final fit apparaître une valeur totale de plus de 500 millions de dollars de l'époque. Tout fut transféré vers Francfort pour être inventorié, puis progressivement restitué au pays dont il avait été volé. À noter que cette opération de restitution prit des années. En effet, la commission internationale chargée de distribuer l'or de banque ne finit son travail qu'en 1996, soit 50 ans après la fin de la guerre. Mais cette question reste entière. Des centaines de personnes avaient participé au chargement et au déchargement de ce trésor. Les entrées de la mine n'avaient pas été gardées dès le début et des rumeurs persistantes évoquent des camions qui ne seraient jamais arrivés à destination. Résultat, personne ne peut dire avec certitude que tout ce qui était dans la mine est bien sorti et a été répertorié. Le train d'or hongrois. L'histoire suivante se déroule en Hongrie. Le gouvernement pro-nazi qui dirigeait le pays pendant la guerre avait lui aussi confisqué systématiquement toutes les richesses de la communauté juive hongroise. Bijoux, montres, argenterie, tapis persans, fourrures et tableaux bien évidemment. Tout fut rassemblé dans un château et soigneusement trié. Ainsi on détruisait toute trace permettant d'identifier les propriétaires d'origine. En 1944, face à l'avancée soviétique, le responsable de cette opération décide de tout charger dans un train de 46 wagons, dont 24 remplis de trésors. Et c'est ainsi que le train prend la direction des Alpes. L'objectif annoncé, la Suisse. Sauf que l'histoire prend rapidement une autre tournure. En effet, arrivé dans une ville autrichienne, le convoi marque une pause. Le chargement se poursuit dans une salle de bain publique, reconvertie en entrepôt, pendant que le train, lui, est garé dans un tunnel. Puis, en mars 1945, avec l'armée rouge dans le dos, le responsable du convoi prend une décision surprenante. Il rassemble en effet les pièces les plus précieuses dans 44 caisses, les charge sur des camions, puis confie la direction du train à son adjoint avec ordre de rejoindre la Suisse. Quant à lui, il part avec les camions et sa famille. Il essaie bien de passer la frontière suisse, sauf que les cols des montagnes sont bloqués par la neige. Il est alors contraint d'enterrer ses caisses dans plusieurs villages du Tyrol autrichien. La plupart seront retrouvés par les autorités françaises peu après la guerre. Cependant, au moins 4 caisses n'ont jamais été localisées. Quant au train, il tombe entre les mains de l'armée américaine en Autriche. Pendant 2 ans, le chargement reste dans un entrepôt militaire à Salzbourg, pendant que les autorités débattent de ce qu'elles doivent en faire. L'Union soviétique réclame le train, la Hongrie le réclame également, de même que les organisations juives hongroises qui représentent les seuls survivants des 600 000 déportés.
Ce qui suit est l'une des pages les moins glorieuses de l'administration militaire américaine de l'époque. Plutôt que de restituer les biens à leurs propriétaires, ou du moins à leurs héritiers, les autorités américaines décident qu'il est impossible d'identifier quoi que ce soit. En conséquence, les objets sont mis aux enchères et les fonds vont à des organisations humanitaires. Mais avant cela, de nombreux officiers ont passé leur commande personnelle parmi les objets du train: tapis, tableaux, vaisselle, chandeliers, draps, serviettes de bain et j'en passe. Certaines pièces sont ainsi retrouvées dans des boutiques militaires, d'autres ont tout simplement disparu lors de plusieurs cambriolages à l'entrepôt. Également, plus de 1000 tableaux ont censé avoir été remis au gouvernement autrichien pour être conservés en attendant de retrouver les propriétaires, sauf que ça n'a jamais été fait. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui à dire que le train d'or hongrois a été très mal géré. Quoi qu'il en soit, son contenu est aujourd'hui considéré comme perdu. Le train fantôme. Dans les derniers mois de la guerre, une région d'Europe centrale est devenue le cœur d'une des plus grandes légendes de l'or nazi. Il s'agit de la Basse-Silésie, territoire alors allemand, aujourd'hui polonais. À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest, au début de 1945, des centaines de milliers d'Allemands ont fui la région. Ils ont emporté ce qu'ils pouvaient, mais tout ce qui ne tenait pas dans une valise, ils l'ont enterré, caché derrière des murs ou bien encore enfoui dans des pots en terre. La région était réputée sûre depuis Berlin. Elle fut conquise en quelques semaines. Des maisons entières ont été abandonnées, meublées, avec les provisions encore dans les placards. Et dans les jardins, dans les caves, entre les murs, des centaines de petits trésors personnels attendaient des propriétaires qui ne sont jamais revenus. Mais la grande légende de Basse-Silésie ne concerne pas ces cachettes individuelles. Elle porte plutôt sur un train entier. Un convoi de marchandises qui aurait quitté la ville de Wrocław à la fin de la guerre, chargé d'environ 300 tonnes d'or provenant de la Banque du Reich, ainsi que d'une collection considérable d'œuvres d'art et d'objets de valeur saisis dans les communautés juives. Ce train aurait mystérieusement disparu quelque part entre deux gares polonaises et son contenu est estimé à plusieurs milliards d'euros. La piste la plus sérieuse pointe vers un réseau souterrain construit par les nazis dans les monts des Hiboux, à la frontière entre la Silésie et la Bohême. Ces réseaux de tunnels, dont on ne sait toujours pas exactement à quoi ils devaient servir, est tout simplement l'un des chantiers secrets les plus énigmatiques de la Seconde Guerre mondiale. À noter que certains tunnels ont bien été explorés, d'autres par contre sont inaccessibles. Et pour cause, des témoins de l'époque ont décrit des convois de camions entrant dans des tunnels dont les entrées ont ensuite été dynamitées et camouflées. En 2015, 2 chasseurs de trésors ont annoncé au monde entier avoir découvert le train enfoui à environ 9 mètres de profondeur entre 2 villes silésiennes. Ils affirmaient disposer d'images acquises par radar du sol montrant la silhouette d'un train de 98 mètres de long. Des fouilles ont commencé sous l'œil des caméras du monde entier. Mais en 2016, les équipes de l'Université des sciences de Cracovie ont publié leurs propres résultats. Réponse: aucune trace d'un train. Ce que les 2 hommes avaient pris pour un convoi enterré était en réalité une formation rocheuse naturelle créée par des mouvements de glace souterrains. Les 2 chasseurs de trésors se sont donc retrouvés bredouilles. Le train fantôme de Silésie reste donc introuvable et les historiens sérieux doutent même de son existence réelle. Si un convoi aussi chargé avait transité dans la région, des dizaines de personnes l'auraient su. Or, aucun témoignage crédible ne le confirme avec précision. Il est bien plus probable que cet or ait pris d'autres chemins en utilisant des camions, des avions, direction la Suisse. La légende du train d'or polonais est belle, certes, sauf qu'elle résiste mal à l'examen des faits. Le lac des secrets. L'Autriche recèle peut-être l'un des endroits les plus mystérieux de toute cette histoire, le lac Toplitz. Ce petit lac de montagne se trouve dans une vallée étroite des Alpes autrichiennes, à environ 65 km au sud-est de Salzbourg. Il est entouré de forêts denses, inaccessibles par la route. De plus, il est gelé durant 5 mois par an, avec une profondeur de 90 mètres. À noter que ce même lac a une particularité très rare. En effet, à partir d'une vingtaine de mètres de profondeur, l'eau devient salée et ne contient plus d'oxygène. Résultat, aucun poisson n'y vit et les objets qui y tombent ne se décomposent pas. Des troncs d'arbres tombés dans le lac, il y a des décennies, flottent encore à mi-profondeur, formant une sorte de barrière presque impénétrable pour tout plongeur qui tenterait de descendre jusqu'au fond.
La plongée y est donc extrêmement dangereuse et officiellement interdite. Pendant la guerre, la marine allemande a utilisé ce lac comme site de test pour des torpilles et des prototypes d'armes. Mais dans les derniers mois du conflit, la vocation du lac a changé et voilà exactement ce qu'on sait de cette histoire. Dans les semaines précédant la capitulation allemande, une jeune femme vivant près du lac, qui s'appelait Ida, raconta avoir été réveillée à 5 heures du matin par des officiers allemands qui exigeaient qu'elle attelle sa charrette. Ils avaient un camion plein de caisses à descendre jusqu'au bord de l'eau, sauf que la route forestière était trop étroite pour le camion. Ida et sa famille firent 3 allers-retours avec la charrette. Certaines caisses étaient lourdes, d'autres plus légères. À la fin du dernier voyage, elle vit les soldats couler les caisses dans le lac. Quand elle demanda ce qu'il y avait dedans, personne ne lui répondit. Question donc, qu'est-ce qui se trouvait dans ces caisses? Difficile de répondre, les théories sont nombreuses. De l'or et des bijoux saisis aux victimes des camps selon les uns. Des documents révélant les numéros de comptes bancaires suisses sur lesquels les nazis avaient déposé leurs richesses selon d'autres, des tableaux qui sait, ou bien encore des archives compromettantes, peut-être même des panneaux de la légendaire chambre d'ambre disparue depuis 1944 et jamais retrouvée. Vous savez, cette salle somptueuse décorée de plusieurs tonnes d'ambre, souvent surnommée la 8e merveille du monde. Elle avait été offerte par la Prusse à l'Empire russe au XVIIIe siècle et était installée dans le palais Catherine avant que les nazis ne la démontent et la transportent à Königsberg. Et c'est donc justement en 1944, alors que l'armée soviétique approche, qu'elle disparaît mystérieusement. En revanche, voilà ce qui a vraiment été retrouvé au fond de ce lac. En 1959, une équipe de plongeurs a en effet mis la main sur 72 millions de livres sterling en faux billets, ainsi que sur la presse à imprimer qui les avait fabriqués. Ces faux billets faisaient partie d'un plan nazi visant à inonder l'Angleterre d'argent contrefait, et ce pour ruiner son économie. Le niveau de la falsification était tel que même les employés de la Banque d'Angleterre avaient du mal à détecter la fraude. Mais le lac est surtout connu pour ses morts. En 1946, 2 ingénieurs autrichiens qui avaient travaillé sur les essais d'armes pendant la guerre furent ainsi retrouvés assassinés à proximité du lac. Également en 1950, un guide de montagne local mourut dans des circonstances suspectes après avoir accompagné un inconnu qu'on ne revit jamais. En 1952, un géographe français fut lui aussi retrouvé mort à son camp-site au bord du lac. La même année, 2 corps non identifiés furent découverts de l'autre côté du lac, chacun tué d'une balle dans la tête. Et en 1963, un jeune plongeur embauché par d'anciens officiers SS pour descendre à 60 mètres ne remonta jamais. Ses employeurs ne signalèrent l'accident que 20 heures plus tard, depuis Munich, où ils étaient déjà retournés. Ces décès constituent le socle de la légende du lac maudit. En réalité, la malédiction est peut-être beaucoup plus terre-à-terre. Si un trésor d'une valeur colossale reposait effectivement au fond de ce lac, il est probable que plusieurs personnes en aient connu l'emplacement. Et lorsqu'un secret vaut des millions, eh bien certains sont prêts à tout pour s'assurer qu'il ne soit jamais révélé. À noter que le lac Toplitz fait partie de ce qu'on appelle la forteresse alpine, une zone montagneuse entre l'Autriche et le sud de l'Allemagne où les nazis avaient creusé des tunnels et des bunkers supplémentaires et où ils avaient concentré une partie importante de leurs richesses dans les dernières semaines de la guerre. La zone est si bien cachée qu'on n'en a jamais fait l'inventaire complet. Ce que le lac Toplitz contient encore, eh bien personne à ce jour ne le sait avec certitude. L'or sous la mer. L'or nazi ne se trouve pas seulement sur terre ou au fond d'un lac. Il gît aussi au fond des mers. En effet, dans les derniers mois de la guerre, les navires qui quittaient les ports allemands transportaient parfois bien plus que des soldats ou des civils. Le cas le plus célèbre est celui du paquebot Wilhelm Gustloff. Ce navire fut coulé par un sous-marin soviétique le 30 janvier 1945 dans la mer Baltique, faisant plus de 9000 victimes, ce qui en fait la plus grande catastrophe maritime de l'histoire en termes de pertes humaines. Des témoins présents la veille du départ décrivirent des convois de camions qui déchargeaient des caisses dans le ventre du navire. Un survivant affirma même avoir vu charger de l'or, peut-être bien, sauf que le navire s'est complètement désintégré sous l'eau et s'il transportait de l'or, celui-ci se trouve aujourd'hui enfoui sous des milliers de tonnes de métal écrasé. De plus, le site est protégé en tant que tombe de guerre et il est interdit d'y plonger. Un autre navire cargo, le SS Karlsruhe, coula dans la Baltique en 1945.
Il transportait une cargaison dont la nature exacte reste inconnue, mais qui était inhabituellement massive et avait été chargée dans le secret. Une équipe d'explorateurs sous-marins qui examina l'épave découvrit des coffres sur le fond recouverts de 2 mètres de sédiments. Ce que ces coffres contiennent reste encore un mystère. Les sous-marins alimentent aussi l'imaginaire. Plusieurs U-boats firent route vers l'Argentine après la capitulation allemande. L'un d'eux, le U-977, mit 4 mois à rejoindre l'Argentine, trajet qui aurait normalement demandé bien moins. Son commandant prétendit avoir fait un détour pour déposer des marins souhaitant rentrer chez eux. Remis aux autorités argentines, ces mêmes passagers ne livrèrent que très peu d'informations. Un autre sous-marin, le U-530, arriva en Argentine plus de 2 mois après la fin de la guerre, lui aussi sans explication convaincante sur ce retard. Ces délais ont alimenté des théories sur des escales discrètes en Amérique du Sud, et ce pour débarquer des personnalités ou bien des chargements précieux. Ce qui est certain, c'est qu'un sous-marin peut transporter une quantité d'or très significative sans que cela soit visible de l'extérieur. Et l'or, déposé sur un compte suisse ou dans une banque argentine, ne laisse aucune trace de son voyage. L'Argentine, terre d'accueil. L'Argentine d'après-guerre est l'un des endroits où la piste de l'or nazi mène le plus clairement. Le président Juan Perón était un admirateur du fascisme européen et il facilita personnellement l'arrivée de centaines d'anciens dignitaires nazis sur le sol argentin après 1945. Parmi eux se trouvaient des personnalités qui avaient participé directement à l'extermination des Juifs d'Europe. À signaler que ces hommes n'arrivèrent pas les mains vides, et pour cause, la plupart avaient des comptes en Suisse ouverts avant la fin de la guerre avec de leur volée. Une enquête a révélé qu'au moins 12 000 anciens nazis vivant en Argentine avaient des comptes dans des banques suisses à leur nom ou sous des pseudonymes. Des relevés bancaires des années 1938 à 1951 montrent 400 envois d'or vers l'Argentine depuis des pays comme le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Hongrie ou bien le Japon. Des hauts responsables nazis y avaient ouvert des comptes à des noms d'emprunt, parfois sous des noms d'amis ou de cousins. Ces hommes vivaient discrètement dans des maisons bourgeoises de Buenos Aires ou dans des propriétés rurales en Patagonie. Ils évitaient soigneusement tout signe extérieur de richesse trop visible et bien évidemment tout objet rappelant leur passé. L'or qu'ils avaient apporté était utilisé progressivement pour vivre, investir, acheter des terres ou bien encore financer des affaires. Résultat, il s'est dissous dans l'économie argentine au fil des décennies. Chercher l'or nazi en Argentine n'a donc plus grand sens aujourd'hui. Cet or n'est plus dans des malles enterrées, il a fini dans des comptes bancaires, des propriétés, des entreprises, bref, transformé et dilué depuis bien longtemps. Des trésors oubliés en Europe. Revenons en Europe à présent, car les caches les plus vraisemblables restent là où les combats ont eu lieu. En Allemagne, dans les Alpes bavaroises, l'histoire du soldat Singleton illustre à quel point l'or pouvait disparaître dans la confusion des dernières semaines de la guerre. En juin 1945, un sergent américain fut chargé de récupérer une cache d'or dissimulée dans un bunker de montagne. Pour transporter le trésor, 2 hommes se présentèrent comme des officiers des services de renseignements américains et mirent des camions à sa disposition. Environ 100 lingots représentant plus d'1 tonne d'or fut alors chargé. Le lendemain, un télégramme confirmait que le convoi était bien arrivé à Munich. Pourtant, aucun document officiel ne mentionne ensuite la réception de cet or et les lingots ne réapparurent jamais. Quant aux 2 prétendus officiers, leur véritable identité reste incertaine. Ils n'étaient peut-être pas ceux qu'ils prétendaient être et auraient simplement profité du chaos de l'après-guerre pour s'emparer du trésor. Une véritable opportunité en or, c'est le cas de le dire. Autre affaire aux Pays-Bas, des archives nationales déclassifiées en 2023 révélèrent l'existence d'une carte dessinée à la main avec une croix rouge indiquant un emplacement précis dans un village de la province orientale du pays. Selon un témoignage recueilli juste après la guerre, 3 soldats allemands avaient profité du chaos d'un bombardement sur une banque pour s'emparer de pièces, de bijoux et de montres en or. À la débâcle de 1945, ils avaient enterré leur butin dans des caisses de munitions à côté d'un peuplier à environ 70 cm de profondeur. L'arbre a depuis disparu. 3 tentatives de fouilles ont eu lieu sans résultat, et une 4e avec le soldat lui-même guidant les chercheurs n'a rien donné non plus, le paysage ayant trop changé en 40 ans. En Silésie polonaise, des journaux personnels, des récits de fugitifs, des témoignages de travailleurs forcés décrivent tous des caches dans des puits,
des sous-sols murés et des tunnels effondrés. En 2019, un journal sous pseudonyme fut remis à une fondation polonaise. Il indiquait 11 sites différents où des trésors auraient été cachés, dont un puits à 60 mètres de profondeur dans un palais du XVIe siècle. Les experts ont conclu que le journal était probablement un faux, sauf que l'un des sites mentionnés, ce fameux puits dans le palais, coïncide avec d'autres sources historiques indépendantes. Et là, l'histoire devient plus intéressante, car il s'avère que cet édifice était bien répertorié dans des documents de renseignements alliés comme un lieu où des œuvres d'art avaient été dissimulées. Le faussaire savait peut-être quelque chose que les autres ignoraient. Chasse au trésor. Il faut être honnête sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Du côté de ce qui est certain, c'est que les nazis ont volé une quantité astronomique d'or et de richesses à travers l'Europe occupée. Environ 70% de l'or de banque a été retrouvé et restitué, souvent des décennies après la guerre. Mais le reste, notamment tous les objets appartenant à des particuliers dont on n'a jamais établi l'inventaire complet, représente une masse considérable qui n'a jamais été retrouvée. Du côté de ce qui est probable, c'est qu'une partie significative de cet or et de ces richesses a bien été volée une seconde fois, non plus par des nazis, mais par des soldats alliés ou bien des fonctionnaires peu scrupuleux qui profitèrent du désordre de la fin de la guerre pour s'en emparer personnellement. Certains officiers ont effectivement détourné à leur profit des objets dont ils avaient officiellement la garde. Cette réalité est documentée dans plusieurs cas et l'on peut supposer qu'elle s'est produite bien plus souvent que ce qui a été prouvé. Du côté de ce qui reste possible, c'est tout simplement que des caches existent encore aujourd'hui. Peut-être pas des trains entiers de 300 tonnes dont l'existence n'est pas établie formellement, mais plutôt des malles enterrées dans des propriétés abandonnées, des coffres immergés dans des lacs de montagne, des bijoux dissimulés derrière des murs ou dans des puits. Un exemple, en 2020, un propriétaire qui rénovait un palais de Silésie découvrit derrière un mur des portraits du XVIe siècle d'une valeur inestimable. Ce genre de découverte se produit donc encore de nos jours. Et attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet or n'est pas simplement du métal. Il représente également des vies brisées, des familles détruites, ainsi que des communautés entières anéanties. Chaque bijou, chaque alliance, chaque couronne dentaire fondue en lingots a une histoire humaine derrière elle. Retrouver ces biens, c'est une forme de justice tardive, et c'est pour cela que la traque de l'or nazi n'est pas qu'une aventure de chasseur de trésors, c'est aussi et avant tout un acte de mémoire. Et si un jour vous tombez par hasard sur un objet qui vous semble lié à cette histoire, rappelez-vous une chose, cet objet appartient probablement à quelqu'un, sans doute à une famille qui cherche peut-être encore ce qui lui a été volé il y a 80 ans. L'or nazi appartient au musée, aux archives et aux héritiers de ceux à qui il a été pris, pas à ceux qui le trouvent par accident. Avant de se quitter, une dernière anecdote. En 2012, les autorités allemandes firent une découverte totalement inattendue. En l'occurrence, plus de 1500 œuvres d'art cachées dans un appartement de Munich. Elles appartenaient en fait à un certain Cornelius Gurlitt, dont le père avait été l'un des principaux marchands d'art du régime nazi. Parmi ces tableaux figuraient des œuvres de Picasso, Matisse ou Chagall. Plusieurs avaient été spoliés à des familles juives pendant la guerre et ont depuis été restitués à leurs héritiers. Plus de 80 ans après la chute du Troisième Reich, tous les trésors nazis n'ont donc pas encore livré leurs secrets. Voilà, si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, à liker et à booster la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.